Pensez le Maghreb بالكبير خطيبي. L'intellectuel dans la cité. En termes transparents, l'intellectuel est l'homme de l'intellect qui désigne, depuis la philosophie grecque et la pensée, par concept et idée générale. Et c'est tout récemment, ce deuxième sens n'est même pas signalé par les dictionnaires Littré et Larousse, qu'on désigne par ce mot la personne qui s'occupe des choses de l'esprit. En arabe, musaqqaf provient du radical, redresser la lance, et par extension, l'intellectuel est celui qui a le goût des sciences, arts et lettres, un homme cultivé en somme. Chaque langue, chaque civilisation a sa manière de nommer le savoir et de l'évaluer. C'est pourquoi le premier sens du mot intellectuel qui renvoie à l'héritage grec n'est universel que dans la mesure où le savoir, en particulier européen, se désigne lui-même comme héritier de cette tradition. Or, il y a plusieurs pôles de civilisation, et donc une variété de nommer le rôle de l'intellectuel dans le champ du savoir. Pour ne pas nous enfermer dans l'origine de ce mot, contentons-nous de dire que l'intellectuel est le récepteur et le transmetteur des signes de son époque, lorsqu'il n'est pas lui-même un créateur et un inventeur. Qu'il soit conservateur, réformateur ou innovateur, l'intellectuel joue une ou plusieurs fonctions avec plus ou moins de force. Une fonction pédagogique et technique, il initie aux choses de la pensée, de l'art, se donnant lui-même comme un modèle. Une fonction sociale, qu'il soit un observateur ou un agent actif ou un simple diffuseur du savoir, l'intellectuel a un rôle, éveiller l'esprit à l'intelligence et à la sensibilité de son époque. De son temps et dans toutes les sociétés, il joue un rôle intermédiaire entre les hommes d'action et ceux dominés par eux. Il lui arrive de s'engager dans la vie politique, mais il est rare qu'il y fasse longtemps carrière, dans la mesure où son travail initial est d'éveiller l'esprit et d'interpeller la société et non de l'administrer. Une fonction éthique, qu'il soit adepte de la raison absolue ou d'une sagesse au service de l'homme, qu'il soit engagé au nom d'une cause ou d'un idéal. Il est obligé de s'adapter continuellement aux principes et aux valeurs qu'il défend. Il est donc contraint à une discipline dirigée de soi-même. Or, intérioriser la loi de la pensée, c'est d'autonomiser comme sujet, et ce faisant, s'observer soi-même comme porteur d'une liberté d'esprit continue. Sans cette liberté, que serait l'intellectuel? Que deviendrait-il en tant qu'agent actif de la société civile? Initier, s'adapter, se contraindre, telle serait la tâche de l'intellectuel, sa tâche dans la cité, même lorsqu'il transcende son époque. Tout intellectuel appartient donc à son époque. Or, notre époque, à la fin de ce siècle, est engagée dans un changement décisif, un nouveau partage du monde en zones d'influence selon un clivage régional, avec de grands ensembles constitués ou en train d'être constitués. Ce clivage entraîne une hiérarchie entre groupes de pays et aires de civilisation. Le libéralisme démocratique et constitue le fer de lance, l'idéologie dominante présentée comme la valeur suprême de l'humanisme universel et du nouvel ordre international. Cette valeur est d'une part le modèle de référence aux droits de l'homme et à la société civile, et d'autre part, elle est la justification de toute technostructure, industrielle, militaire, économique, culturelle, médiatique. On peut se demander ce que devient le Maghreb dans ces changements en cours, cette région carrefour qui appartient à la tradition de la Méditerranée, du Moyen-Orient et de l'Afrique, et qui est une région géopolitique et de civilisation aujourd'hui handicapée par plusieurs facteurs. Les faiblesses de la société civile. La nature rigide du pouvoir, le manque du savoir-faire technique, le poids théocratique qui empêche de distinguer l'État
et de la religion, la faiblesse de l'image que le maghrébin de lui-même a de lui-même. Le devoir de l'intellectuel doit être soutenu par une clarté d'esprit, montrer du doigt aussi bien nos points de fragilité que ceux de la force, et à même de fournir une circonstance de pensée au débat public sur le Maghreb. Ce livre en est une modeste contribution. Mon ouvrage se présente délibérément comme l'acte d'un intellectuel maghrébin qui adhère à un projet de l'Union du Maghreb arabe et qui, pour cette raison même, doit se plier à la discipline d'une pensée appropriée à ce grand destin. C'est le rôle de l'intellectuel actif d'accompagner l'histoire de son époque tout en maintenant son droit de regard sur les événements et les hommes responsables. Cet ouvrage est le prolongement de mon article Le Maghreb comme horizon, publié dans un numéro spécial des temps modernes en 1977 et intitulé justement Du Maghreb. À ce numéro ont participé des intellectuels algériens, marocains et tunisiens, chacun selon sa spécialité et son mode d'analyse. Numéro qui est devenu, doit-on le rappeler, une référence en la matière. Mais nous sommes en 1992, à un tournant de l'histoire mondiale. Penser le Maghreb, c'est fixer aussi notre attention sur le rapport de la pensée à la contemporanéité, à l'histoire, que nous faisons à celle que nous ne faisons pas. C'est pourquoi la pensée est toujours partie prenante d'une stratégie. Le premier volet de ce livre, qui est un texte inédit, est un mémorandum adressé aussi bien aux hommes d'action maghrébins qu'aux intellectuels. Ce mémorandum précise ce qui me paraît incontournable dans la construction du Maghreb, dans ses véritables composantes. Elle en est quelque sorte la position d'un intellectuel face à son propre destin de maghrébin. Un Maghreb en devenir et dont il faut préciser avec une grande clarté d'esprit les conditions de son développement, de son entité géopolitique, économique, culturelle. Le deuxième volet du livre aborde la position de la religion et du sacré par rapport à sa fondation prophétique. Aussi, me suis-je engagé résolument vers une réinterprétation ouverte et tolérante de l'islam en tant que pôle de civilisation. Ce qui est en jeu est immense. Je ne traite ici que du commencement prophétique de l'islam et du message initial, indiquant du doigt l'idée spirituelle de prise de pouvoir par la religion sur les esprits des croyants. Il ne suffit pas de critiquer à juste titre l'intégrisme, il s'agit de penser le rapport du sacré au politique. Le troisième volet, être arabe aujourd'hui, est une interrogation sur la personnalité arabe, sa fragilité actuelle et ses capacités encore inhibées. À la plainte des uns et des autres, l'auteur de ces pages substitue autre chose. Il propose de faire de cette fragilité même le levier d'une force libérée. C'est forcément un travail sur soi, sur son image, sur les limites de son identité. Et elle est normale que cette fragilité soit plus visible sur la scène politique, comme on l'a vu au cours de la guerre du Golfe. Mais rien n'est fatal. La fatalité est un symptôme de langage plus qu'une survêtude éternelle. Être arabe n'est pas un vain espoir, mais un destin, c'est-à-dire une résistance à la destruction de la force vitale et à la mort, l'exigence d'une dignité à gagner au jour le jour contre n'importe quel asservissement. Rien n'est donné ou retiré à l'homme par miracle. Se réconcilier avec son destin est une tâche hautement intellectuelle. Le quatrième volet est une variété d'articles et de conférences sur la culture. Je propose au lecteur un ensemble d'études et de thèmes qui sont des analyses ponctuelles sur la lecture, la culture, la technique, les arts, la littérature. Plusieurs de ces textes ont fait l'objet de publications. Nous avons conservé le ton de chaque texte. De brèves transitions ont été parfois nécessaires pour tisser l'ensemble et renforcer son unité. Ce livre, ainsi plusieurs entrées et sorties de lecture.
Pensez le Maghreb.